Est-ce que vous connaissez l'hypothèse de Riemann? L'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann. The Riemann hypothesis. The Riemann hypothesis. L'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann. Si vous avez fait des maths à l'université, vous en avez forcément entendu parler en cours par vos professeurs ou vos camarades. Et sinon, vous avez peut-être vu passer une de ces nombreuses vidéos qui vous expliquent longuement en quoi consiste cette hypothèse. On vous a montré de belles animations, on vous a dit qu'elle a un lien avec les nombres premiers et que ça fait plus de 150 ans que personne n'a résolu cette conjecture. Et bien sûr, on n'a pas manqué de vous rappeler qu'il y a $1 million à gagner pour celui qui trouve la solution à cette énigme. Vous connaissez également l'intelligence artificielle et les modèles de langage dont on vous parle en boucle depuis novembre 2022. On vous dit tout et son contraire sur ces technologies. Un jour, elles vont sauver le monde, le lendemain, elles vont le détruire. Bref, tout le monde en parle. En 3 ans, leur progression a été fulgurante et cette révolution pourrait mettre un terme à l'un des plus grands mystères de notre ère, l'hypothèse de Riemann. Bernard Riemann est un mathématicien allemand du 19e siècle qui a travaillé sur de nombreux sujets en mathématiques. Déjà à son époque, on le considérait comme un très grand mathématicien. En 1859, alors qu'il travaille sur divers résultats sur les nombres premiers, il tombe nez à nez sur la fonction de zeta. Pour continuer ses recherches, il doit l'étudier. Plus précisément, il a besoin de savoir quand est-ce que cette fonction vaut 0. On dit qu'il cherche les zéros de la fonction de zeta. Au début de ses recherches, il trouve les zéros dits triviaux, ceux qui sont faciles à déterminer. Mais ce n'est pas cela qui l'intéresse. Riemann, ce qu'il veut, ce sont les zéros plus spécifiques, plus difficiles à trouver. Ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les zéros non triviaux de la fonction de zeta. C'est eux qui ont un lien avec les nombres premiers. Alors, il poursuit son travail, découvre des propriétés de la fonction et perce peu à peu ses secrets. En continuant ses recherches, il pense avoir découvert là où se trouvent tous les zéros dits non triviaux. Selon Riemann, il se trouverait sur la droite des complexes ayant comme partie réelle un demi. Il arrive à montrer qu'il y a des zéros sur cette droite, mais comme vous le savez en maths, un exemple n'est pas une preuve et c'est là que ça coince. Il n'arrive pas à montrer que tous les zéros non triviaux sont sur cette droite qu'on va appeler la droite critique. Et c'est cette énigme-là qui va devenir l'un des plus grands mystères mathématiques de tous les temps. Riemann meurt assez jeune sans pouvoir consacrer plus de temps à cette énigme qu'il laissera sans solution. Et commence alors une quête de plus de 150 ans qui demeure encore aujourd'hui inachevé. J'ai dit que c'est le plus grand mystère mathématique de tous les temps, et vous pourriez bien sûr contester cette affirmation. Des énigmes légendaires en maths, il y en a plein. Il y a bien sûr le célèbre théorème de Fermat, resté sans solution pendant 350 ans avant qu'Andrew Wiles en donne enfin une démonstration de plus de 200 pages, tout en ayant bien gardé secret ses recherches. Vous pourriez me parler également de la classification des groupes finis, qui a demandé près de 50 ans de travail et mobilisé plus d'une centaine de mathématiciens acharnés. Il y a aussi le programme de Lang-Lang, la conjecture de Hodge, le problème P versus NP, la conjecture de Goldbach ou encore l'hypothèse de Syracuse. Et je comprends l'objection, mais l'hypothèse de Riemann dépasse de loin tous ces problèmes. Tout d'abord, c'est l'une des hypothèses les plus anciennes parmi celles que je vous ai citées. Ça fait maintenant 160 ans qu'on cherche activement une solution sans résultat. En 1900, Hilbert, un des grands noms des mathématiques, l'avait mis dans sa liste des 23 problèmes à résoudre au XXe siècle. Et il était tellement obsédé par cette hypothèse qu'il déclara même « Si je me réveille dans 1000 ans, ma première question serait « A-t-on résolu l'hypothèse de Riemann ?» Un siècle plus tard, l'hypothèse de Riemann fera également partie de la célèbre liste des 7 problèmes de l'Institut Clay qui donnent $1 million par problème résolu. C'est le seul problème à figurer à la fois dans la liste de Hilbert et de celle de l'Institut Clay, ce qui en fait rien que pour ça un problème à part. Mais ce qui rend l'hypothèse de Riemann intéressante, c'est notamment le nombre croissant de mathématiciens qui s'y intéressent. On n'est plus en 1900 où, à l'époque, il y a peu de mathématiciens par rapport à la population. À l'époque, les gens sont pour la plupart peu diplômés, donc ça fait moins de cerveau pour s'attaquer au problème par rapport à aujourd'hui. Rajoutez à cela que les échanges sont très lents, l'information est peu disponible, et il y a des parties du monde qui ne communiquent pas entre elles. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Tout est accessible en un clic, et tous les échanges sont instantanés. Mais en plus de cette accélération des échanges, notre hypothèse intéresse un nombre phénoménal de chercheurs et cela pour essentiellement 3 raisons. Déjà, premièrement, parce que quiconque la résoudra sera célèbre à jamais dans l'histoire des mathématiques. Deuxièmement, elle traite d'un sujet qui passionne les mathématiciens, à savoir les nombres premiers, et sa résolution est capitale pour comprendre ces noms. Et la troisième raison provient de son accessibilité, car comme c'est un problème qu'on peut expliquer à des étudiants en licence, contrairement à beaucoup d'autres, de nombreux mathématiciens, y compris amateurs, pensent pouvoir s'attaquer au problème. Et donc, on se retrouve avec des milliers de mathématiciens qui sont de spécialités complètement opposées
qui pense pouvoir répondre au problème. Et cet argument du nombre, il n'est pas à prendre à la légère, car beaucoup de problèmes insolubles passent aux oubliettes par manque d'intérêt de la communauté mathématique. Vous avez des tas de conjectures qui n'intéressent personne parce que vous avez peu de gens qui les comprennent vraiment, et résoudre ces conjectures n'apporterait pas grand-chose. Donc c'est normal de ne pas obtenir de preuves. Pour Riemann, c'est tout l'inverse. Il y a un grand intérêt de la part du monde mathématique, et la cerise sur le gâteau, c'est que les conséquences de sa véracité ou non sont énormes, que ce soit en maths, en physique ou encore en informatique. Par exemple, certains programmes de sécurité informatique se basent sur le fait que l'hypothèse de Riemann est vraie alors qu'on ne l'a pas encore démontrée. Mais d'ailleurs, avec autant de mathématiciens qui ont travaillé sur le sujet, a-t-on quand même fait quelques avancements depuis le temps? Eh bien, pas tant que ça. Bon, on a vérifié informatiquement l'hypothèse et on a calculé jusqu'à 10 puissance 13 zéros non triviaux, qui sont tous sur la fameuse droite. Et ça, on le doit grâce au bien nommé Xavier Gourdon que tous les étudiants de MPSI connaissent. 10 puissance 13, c'est beaucoup, mais ce n'est pas une preuve, donc on n'a pas avancé. On a bien réussi à démontrer quelques résultats théoriques en lien avec l'hypothèse de Riemann, mais rien d'incroyable, le problème résiste. Chaque année d'ailleurs, c'est le même cirque. Des petits malins pensent avoir trouvé une preuve, mais on trouve toujours une petite erreur, un petit détail qui fait s'effondrer l'édifice. Et on se retrouve encore et toujours avec des dizaines de milliers de mathématiciens face à une énigme qui leur échappe. Mais tout cela risque peut-être de changer très rapidement, grâce à l'arrivée d'un outil que vous connaissez bien, l'intelligence artificielle. Si je vous demande à quelle date a-t-on utilisé pour la première fois le mot intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vous me répondez? Si vous êtes jeune et n'y connaissez rien, vous allez peut-être me dire entre 2000 et 2010. Et c'est faux. Les plus prudents d'entre vous diront peut-être entre les années 90, 2000 ou même les années 80. Et vous n'y êtes toujours pas. C'est non. En réalité, c'est encore plus vieux que ça. Ça date exactement de 1956. À l'échelle de la technologie moderne, c'est extrêmement vieux puisque cette année-là, Steve Jobs venait juste de naître et le père de Sam Altman avait 6 ans. On est en juin 1956 au Dartmouth College à Hanover aux États-Unis. À ce moment-là est organisé dans cette université un groupe de travail, on dirait aujourd'hui un séminaire de recherche, sur le thème suivant, explorer l'hypothèse qu'une machine puisse être amenée à simuler tout aspect de l'apprentissage ou de l'intelligence humaine. Il y aura environ une quarantaine de scientifiques, essentiellement des mathématiciens et des informaticiens, qui vont participer au séminaire. On a assez peu d'archives sur ce qui s'est dit là-bas, mais on retrouve des réflexions qui vont être prémonitoires pour la suite, à savoir l'utilisation des réseaux de neurones, la production de phrases par une IA, la reconnaissance visuelle, et j'en passe. C'est précisément durant ce séminaire qu'on utilise pour la première fois le terme d'intelligence artificielle. Malheureusement, cette conférence va faire très peu de bruit, pas d'articles de presse, pas de buzz sur Twitter, rien. Pour un début, c'est un flop total. Mais comme on dit, Big things have small beginnings. Donc voilà, les graines sont plantées et il ne reste plus qu'à attendre que ça pousse. Entre 1956 et 2012, les progrès de l'IA sont chaotiques. On alterne entre des périodes d'euphorie avec de nombreux investissements et financements publics à des périodes de stagnation sans avancée majeure. Les deux principales raisons à ça, c'est d'abord la puissance de calcul qui limite énormément ce qu'on peut faire avec l'IA, et ensuite les approches qu'on utilise pour construire l'IA, notamment avec ce qu'on appelle les systèmes experts, en gros des programmes remplis de règles écrites à la main. Mais toute cette période de stagnation et d'hésitation va s'arrêter net pendant une compétition de vision par ordinateur dans les années 2010. On est en 2012. François Hollande est élu président de la République, Apple vient de sortir l'iPhone 5 et les JO de Londres battent le plein. Cette même année a lieu pour la troisième fois un concours de reconnaissance d'images par ordinateur, le ILSVRC, qu'on appellera ImageNet, c'est beaucoup plus simple à prononcer. L'idée de ce concours est extrêmement simple. On montre des images à des ordinateurs et ils doivent les catégoriser. Par exemple, si on leur montre un chat, ils doivent répondre chat. En 2010 et 2011, les programmes les plus performants tournaient encore autour de 20 à 25% de taux d'erreur. C'est pas mal, mais on est encore loin des performances humaines qui ont environ 5% de taux d'erreur. C'est pendant l'édition 2012 du concours que tout bascule. Deux chercheurs d'origine russe et ukrainienne de l'université de Toronto développent un nouveau programme de reconnaissance d'images nommé AlexNet. Leur but est simple, remporter le concours ImageNet. Pour ce faire, ils vont avoir une approche complètement différente de ce qui se faisait à l'époque. Car au lieu de donner les règles à la machine pour qu'elle reconnaisse l'image, par exemple, si tu vois des moustaches et des oreilles pointues, c'est un chat, ils vont utiliser ce qu'on appelle du deep learning pour que la machine apprenne par elle-même les règles pour reconnaître les images. Il faut bien se rendre compte de l'audace de cette méthode. Parce qu'à l'époque, personne ne pensait que ça allait marcher et l'équipe dont on vient de parler était la seule à implémenter le deep learning dans son programme. Et l'autre coup de génie, c'est d'avoir utilisé une carte graphique Nvidia pour entraîner le modèle. Car sinon, avec un CPU classique, c'est juste impossible à faire en un temps raisonnable. Nous sommes le 12 octobre 2012, l'annonce des résultats du concours se fait attendre
Et à la surprise générale, c'est l'équipe d'AlexNet qui arrive en tête, loin devant toute concurrence avec un taux d'erreur de 15%. Cette victoire spectaculaire, ils la doivent non seulement à l'ingéniosité de leur approche, mais aussi grâce à la carte graphique Nvidia qui va devenir un standard dans le milieu. À partir de 2012, c'est le feu d'artifice. En 2013, beaucoup de participants au concours d'ImageNet commencent à utiliser le deep learning, et en 2014, c'est quasiment 100% des participants. Mais ce n'est que le début. En 2015, OpenAI est fondé. En 2016, l'IA de Google AlphaGo bat le champion du monde au jeu de Go. En 2017, Google publie un article qui donnera la base des architectures pour les futurs modèles de langage par IA, le Transformer. En 2019, sort le modèle GPT-2 d'OpenAI et DeepMind crée une IA capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs de StarCraft 2. En 2020 est lancé GPT-3 d'OpenAI et DeepMind remporte un concours sur la prédiction de structure de protéines avec des scores exceptionnels. Et enfin, l'apothéose, le 30 novembre 2022 sort enfin GPT 3.5. À partir de là, c'est de la folie pure. ChatGPT acquiert une popularité jamais vue auparavant pour une application web. Tous les médias en parlent, les plateaux télé, les journaux, Twitter, TikTok. L'IA devient tout simplement le sujet de discussion numéro 1 avec son lot de craintes et de fantasmes. Depuis novembre 2022, on assiste à une course effrénée dans ce domaine. Toutes les grosses entreprises de technologie commencent à sortir leurs modèles à la hâte. Parfois un peu trop tôt même. Et bien sûr, OpenAI ne dort pas. 4 mois plus tard, GPT-4 est lancé et 2 mois plus tard, c'est GPT-4o qui débarque. Les progrès entre les modèles sont visibles, notamment dans des domaines scientifiques, mais c'est encore très loin de ce qu'on peut attendre d'une IA. Un des problèmes majeurs à cette époque concerne les tâches qui demandent plus de temps de réflexion, où l'on observe un effondrement des performances des modèles de langage. C'est alors que le 12 septembre 2024, OpenAI annonce un nouveau modèle baptisé O1. Ce modèle, ce n'est pas juste une mise à jour, c'est un nouveau bouleversement dans le monde des LLM. OpenAI intègre dans son nouveau modèle la technologie de chaîne de pensée et c'est encore une fois un pas de géant qui est franchi. Les fameux benchmarks sont littéralement pulvérisés et à cette période, il n'y a tout simplement aucun concurrent sérieux au modèle d'OpenAI. Quelques mois plus tard, la Chine, qui semblait jusque-là complètement larguée, surprend tout le monde. Le 20 janvier 2025, l'entreprise chinoise DeepSeek dévoile son premier modèle de raisonnement, DeepSeek R1. Open source, entraîné avec un budget bien plus faible que celui d'OpenAI, il affiche pourtant des performances du même ordre de grandeur qu'O1. Cette nouvelle surprend le monde entier. Du côté américain, c'est la panique et la course gagne en intensité. Le 17 juin, Google dégaine son modèle Gemini 2.5 qui rivalise enfin avec les meilleurs modèles d'OpenAI et un peu plus tardivement, le 7 août, c'est au tour de GPT-5 de faire son apparition. Pour l'instant, je vous ai décrit l'évolution des IA génératives sans vraiment vous parler de leur performance en mathématiques. C'est ce qu'on va faire à présent. Les premiers LLM avaient du mal à faire des calculs simples et à faire des raisonnements élémentaires. Avec l'arrivée de GPT-4, on commence à observer des gros progrès sur ce point-là. Mais l'IA était très vite dépassée lorsqu'on augmentait légèrement la difficulté et qu'on avait des raisonnements un peu trop complexes. C'est là qu'arrivent les modèles de raisonnement comme O1 qui vont justement être une solution au problème que je viens d'évoquer. Grâce au raisonnement, les modèles peuvent prendre plus de temps avant de donner une réponse, ce qui augmente drastiquement leur performance sur des problèmes qui demandent du temps et pas mal d'étapes intermédiaires. Après la sortie de O1, OpenAI a affiné ses modèles de raisonnement et sort en avril 2025 son modèle O4. Il offre des meilleures performances, mais on reste un peu sur notre faim car il fait des erreurs un peu trop grossières dans certains raisonnements. C'est à ce moment-là que certains commencent à douter que les modèles de raisonnement soient le bon moyen pour faire des mathématiques de haut niveau. Déjà parce que le succès des modèles en mathématiques est biaisé par la base d'entraînement. Bah oui, si vous entraînez votre modèle sur toutes les solutions de problèmes de maths sur Terre, on peut imaginer que le modèle ne raisonne pas vraiment, mais qu'il ne fait que recracher des solutions. C'est un peu comme un élève de lycée, tant qu'on propose des exercices qui ressemblent à ce qu'il a vu, tout va bien, mais si on lui propose des exercices un peu exotiques, là, il n'y a plus personne. Et à cette époque, on observait un peu le même phénomène sur les LLM. On voit également que les progrès au fil des mois sont maigres, que ce soit chez OpenAI, Google ou Anthropic, tous les modèles semblent atteindre un plafond de verre en mathématiques. La solution est peut-être donc ailleurs. Mais le 21 juillet 2025, on a à nouveau une grande avancée dans le monde de l'IA. Ce jour-là, Google annonce qu'ils ont participé via leur modèle de langage aux Olympiades internationales de mathématiques. Le modèle a respecté les mêmes règles que les participants humains et sa copie a reçu la note de 35 sur 42, ce qui lui permettrait d'obtenir la médaille d'or. On va s'arrêter un instant sur ce résultat parce qu'il est majeur. Parlons des Olympiades internationales. C'est un concours qui est organisé chaque année sur 2 jours avec 3 exercices par jour. Chaque jour, il y a un exercice facile, un intermédiaire et un difficile. Et quand je dis difficile, c'est très difficile. Même l'exercice dit facile peut déjà paraître très compliqué pour 99% des gens. Et c'est là que les Olympiades deviennent intéressantes parce que justement, les problèmes posés sont inédits et difficiles, même pour des mathématiciens de métier. Donc là, c'est hyper intéressant parce que
on a plusieurs problèmes très difficiles sur lesquels l'IA n'a pas pu s'entraîner avec un corrigé, donc elle va devoir faire preuve d'inventivité pour arriver au bout des 6 problèmes. Le résultat de Google est donc la preuve qu'un modèle de langage peut proposer une solution originale à un problème difficile dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. On est passé en 2 ans à des modèles qui ne savent pas additionner deux nombres relatifs, résoudre une équation ou encore qui prouvent des résultats faux, à des modèles qui peuvent rivaliser avec des mathématiciens de haut niveau. Et tout ça, je le répète, en 2 ans seulement. Alors imaginez seulement dans les 2 prochaines années à quoi tout cela va ressembler. Bon, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui, est-il raisonnable de penser que l'IA va résoudre l'hypothèse de Riemann? La réponse selon moi est clairement oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'IA est déjà capable de résoudre des problèmes de mathématiques, et c'est normal puisqu'elle est très forte pour 2 choses, la recherche exhaustive et la détection de motifs cachés dans des volumes de données inatteignables pour l'homme. Voici un exemple concret. En 2021, une équipe de l'université de Tel Aviv a réfuté 5 conjectures de longue date en théorie des graphes et en combinatoire. Ils ont trouvé à chaque fois un contre-exemple avec l'aide d'un réseau de neurones, donc de l'IA. Un des chercheurs avoue même que jamais je n'aurais trouvé ces solutions tout seul, même en des centaines d'années. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. En décembre 2021, DeepMind publie dans Nature une collaboration avec des mathématiciens d'Oxford et de Sydney. L'IA repère des connexions en théorie des nœuds et en théorie des représentations. Et les mathématiciens s'en servent pour formuler puis démontrer des résultats nouveaux. Pour la première fois, l'ordinateur n'a pas juste vérifié des calculs, il a aidé à découvrir des relations insoupçonnées entre objets mathématiques, ouvrant une voie complètement nouvelle. L'un des auteurs, le professeur Georgie Williamson, explique que guidé par l'intuition humaine, l'IA est parvenue à mettre à jour des conjectures intéressantes et prouvables dans des domaines où les données sont abondantes et où les objets sont trop complexes pour les méthodes classiques. Donc voilà, maintenant, vous le savez, on peut faire des mathématiques très avancées grâce à l'IA. La question à laquelle il faut maintenant répondre, c'est pourquoi l'IA pourrait-elle résoudre en particulier l'hypothèse de Riemann? On va donner les 3 ingrédients qui répondent positivement à cette question. Le premier ingrédient, c'est la recherche rapide. En effet, l'hypothèse de Riemann, ce n'est pas juste trouver une belle idée. C'est un truc qui a 160 ans, avec des milliers d'articles, des approches qui se croisent, des équivalences, des critères alternatifs, bref. C'est un véritable labyrinthe conceptuel. Et un humain, même excellent, ne peut pas tout lire, tout tester, tout combiner. Une IA, si. En mathématiques, on croit souvent à l'histoire du génie solitaire. Mais dans la vraie vie, c'est plutôt un long travail collaboratif et en même temps une recherche solitaire. Un mathématicien passe des mois à essayer des variantes, à ajuster un lemme, à bricoler une estimation, à chercher la bonne inégalité au bon endroit. Il peut également discuter de ses idées avec d'autres personnes et voir ce qu'ils en pensent. Une IA, elle, peut faire ça à une échelle absurde. Elle peut générer 10 000 pistes, en enlever 9 999 parce que ça ne marche pas, et garder de côté les 10 qui valent une vraie discussion. Elle peut lire et analyser tous les articles sur un sujet et en faire une synthèse. Parfois il y a quelques erreurs, mais c'est de moins en moins le cas. Et même quand elle se trompe, elle fait gagner du temps et montre rapidement ce qui ne marche pas. Le deuxième ingrédient, c'est la découverte de motifs. L'hypothèse de Riemann est liée à des objets qui produisent énormément de structures. Les zéros de la fonction de zeta, les formules explicites reliant les zéros avec les nombres premiers, et j'en passe. Elle peut repérer des régularités minuscules mais systématiques. Elle peut repérer des symétries, des signatures statistiques et des corrélations qui reviennent encore et encore. Et comme l'hypothèse de Riemann est entourée d'énormément de données et de structures, il y a donc beaucoup de matière à explorer. L'IA peut alors proposer des hypothèses intermédiaires du type « on dirait que telle propriété est toujours vraie » ou « si on arrive à prouver ce petit morceau-là, alors le grand problème devient accessible ». Et enfin, le troisième ingrédient, c'est la vérification de preuves. Car un des problèmes qu'on a lorsque l'IA fait des maths très avancées, c'est de vérifier les preuves qu'elle avance. Si elle propose des solutions qui font 100 pages où personne n'y comprend rien, on aura peut-être une solution en face de nous sans pouvoir la vérifier. Et c'est là qu'interviennent les logiciels de preuve assistée qui vérifient automatiquement si un raisonnement est correct. Un vérificateur de preuves, c'est un logiciel qui joue le rôle d'un correcteur absolument intraitable. Voilà comment ça fonctionne. On écrit la démonstration dans un langage très précis, avec des définitions et des règles logiques explicites, puis le programme vérifie que chaque étape découle bien des précédentes. C'est efficace parce que ça élimine les erreurs invisibles à l'œil humain, une erreur de calcul, une hypothèse oubliée, un « il est clair que » qui est faux, et j'en passe. En pratique, on transforme la preuve en une chaîne d'inférence mécanique. Si le vérificateur accepte, alors
alors il n'y a pas de trou logique, même si la preuve fait 200 pages. Et donc, on n'a plus besoin de vérifier pendant des heures si une preuve fournie par IA est correcte ou pas. On voit bien que l'avancée de l'IA va nous permettre de faire des grandes découvertes en mathématiques, néanmoins, il faut rester prudent et ne pas aller trop vite. On est peut-être encore loin d'obtenir une quelconque preuve de l'hypothèse de Riemann, comme le pensent certains mathématiciens, mais il est clair que les avancées récentes seront un atout considérable pour percer ce grand mystère. N'oublions pas tout de même qu'il y a encore 10 ans, parler à son ordinateur comme un ami ou faire rouler une voiture sans chauffeur était de la science-fiction. Alors pourquoi pas imaginer que dans 10 ans, la science se fera d'abord et avant tout grâce à des machines.